Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans ce 6h30. Rendons-nous tout de suite au palais de la présidence de la République où s'est tenu hier matin un conseil des ministres présidé par le chef de l'État, le président Alassane Ouattara. Le compte-rendu de Jérôme Kofi Aboulin. Le gouvernement de Côte d'Ivoire ne fera jamais assez pour les enfants. Il décide de mettre à disposition pour leur prise en charge sanitaire une somme de 5 milliards de francs CFA. Il s'agit, comme l'a décidé le Conseil des ministres ce mercredi, de protéger ces enfants dont l'âge varie entre 9 mois et 14 ans à travers l'organisation de la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole. Ces deux maladies infectieuses, donc la rougeole et la rubéole, sont hautement contagieuses. Elles surviennent souvent sous forme d'épidémies et qui sont susceptibles d'entraîner un nombre élevé de décès pour la rougeole ou de malformations congénitales pour la rubéole. La prévention, à ce jour, est la seule option de lutte contre ces maladies, puisqu'il n'y a pas de traitement. Le vaccin rougeole-rubéole donc confère à l'enfant une protection à vie. Aussi, le Conseil a décidé, en complément de la vaccination de routine, de renforcer la lutte contre ces maladies avec une campagne de vaccination de masse. Cette campagne sera organisée dans tout le pays, dans les 83 districts sanitaires de notre pays, entre le 26 janvier et le 4 février 2018. Il s'agit ici de protéger 13 millions d'enfants de 9 mois à 14 ans. Le coût de cette vaccination est estimé à 5 milliards de francs CFA, donc qui seront supportés par le budget de l'État de Côte d'Ivoire et par nos partenaires au développement, en l'occurrence ici le Gavi. Le Conseil des ministres a aussi rappelé l'importance du projet d'urgence à l'éducation de base, PUAEB. Le PUAEB a été lancé en 2012 suite à un don du Partenariat mondial pour l'éducation d'un montant de 41,4 millions de dollars, soit environ 23 milliards de francs CFA, en vue d'assurer durablement les conditions d'un enseignement de base de qualité dans le système éducatif ivoirien. Ce projet a contribué significativement à l'amélioration de l'offre en matière d'éducation de base et à la restauration de la fonctionnalité des services éducatifs. Au niveau du primaire, par exemple, le projet a contribué au renforcement de l'offre scolaire à travers la réhabilitation de 270 salles de classe et la construction de 1002 salles de classe équipées dans 267 localités. Ces investissements ont permis à plus de 40 000 enfants, essentiellement issus des zones rurales, d'avoir accès à l'école ou d'apprendre dans de meilleures conditions. On retient également de ce Conseil des ministres l'information sur le suivi de l'emploi des jeunes dans les investissements publics et privés. Il s'agit d'un outil de promotion de l'emploi qui permettra au gouvernement d'intégrer et de mettre particulièrement l'accent sur l'indicateur emploi en faveur des jeunes dans toutes les initiatives qui seront prises dans notre pays en matière d'investissement, aussi bien par le privé que par le public. En évoquant par ailleurs la place qu'occupe aujourd'hui le secteur minier dans l'économie, avec surtout l'or, dont la production passe de 12 à 25 tonnes. Entre 2011 et 2017, le Conseil a informé de la création pour bientôt d'une usine de production minière de grande capacité. On a aussi parlé, au cours de cette réunion, de la récente visite du président Alassane Ouattara au Libéria à l'occasion de l'investiture du nouveau président libérien George Weah et de son départ prévu vendredi pour Addis Abeba dans le cadre du sommet de l'Union africaine. Amadou Gon Coulibaly, lui, n'a pas pris part à ce conseil. Il était à Davos, en Suisse, pour prendre part au Forum économique mondial, mais il n'y est plus à l'heure qu'il est. Le Premier ministre est arrivé hier soir dans la capitale française où il a été reçu au Quai d'Orsay par le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian. Pendant une cinquantaine de minutes, les deux hommes ont parlé de coopération entre la Côte d'Ivoire et la France. Notre reporter Adama Koné fait partie de la délégation du chef du gouvernement. Son reportage complet dans nos prochains journaux. De retour ici en Côte d'Ivoire, souvenez-vous, lundi dernier, un drame est survenu à Débrimo, un village de Dabo. Une classe s'est effondrée sur des élèves en cours, faisant un mort et 6 blessés. Le gouvernement a apporté sa compassion aux victimes. La délégation était conduite par Kandia Camara, la ministre chargée de l'Éducation nationale. La délégation donc était sur place à Débrimo, à Dabo. Le reportage de Sylvie Touré. Le gouvernement aux côtés des victimes de Débrimo.
La ministre de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle, à la tête d'une délégation, s'est rendue à l'école primaire Abraham. Cette école à Dabou qui s'est écroulée mardi. Objectif, apporter la compassion du gouvernement aux victimes. Dès que nous avons informé le président de la République, il nous a instruit de venir ici immédiatement après le conseil pour venir vous saluer, pour venir vous adresser ses condoléances, ainsi que celles de l'ensemble du gouvernement, pour venir vous apporter sa compassion et celle du gouvernement. Pour joindre l'acte à la parole, une enveloppe de 5 millions a été remise aux victimes. Un geste du président de la République, a précisé la ministre de l'Éducation nationale. Kandia Camara a également annoncé que toutes les écoles de la localité seront réhabilitées. Le drame qui a endeuillé le village de Débrimou a fait un mort, une élève en classe de CM2 et 6 blessés. Ouvrons maintenant la page agriculture de ce journal. Le Conseil du café cacao et ses partenaires ont lancé l'opération d'intensification et d'éradication du Sholl-and-Shoot, la maladie du cacaoyer. Comment compte-t-il s'y prendre? Élément de réponse dans ce document signé Noël Niagno. Kofi Kouakou, cacaoculteur à Oku Kofikro, dans la région de Bouaflé, assiste impuissant à la destruction de son verger. Il est infesté par le virus du Sholl-and-Shoot. 6 hectares de cacaoyers sur les 12 plantés en 1992 vont être ainsi abattus parce qu'il a intégré le message de son porte-parole. Si tu ne chasses pas la maladie de ton champ, c'est la maladie qui va te chasser de ton champ. Parce que tu n'auras plus rien à faire au champ quand les cacaoyers seront tous morts. Comme Kofi Kouakou, des milliers de producteurs vont devoir se soumettre à cette difficile solution, mais salutaire pour la survie de la cacaoculture en Côte d'Ivoire. Ce sont 100 000 hectares contaminés par le Sholl-and-Shoot qui seront détruits au cours de cette opération. Une opération difficile, mais nécessaire. J'ai parlé avec certains paysans. Parfois, ils sont gagnés par le découragement. C'est plusieurs années de travail qui sont gâchées. Est-ce qu'on peut dire qu'à un moment donné, on n'est pas gagné par le découragement? Je voudrais donc lancer un appel aux uns aux autres. Si nous ne prenons garde, c'est la production qui risque de baisser. Ce ne sera certainement dans l'intérêt de la Côte d'Ivoire. 3 ans, c'est le délai que s'impose le Conseil Café Cacao et ses partenaires, chacun avec une mission précise. Le CNRA pour la recherche, l'ANADER a pris les dispositions pour tenir dans le temps. Quant au FIRCAF, il se charge par délégation du financement de la lutte et de l'indemnisation des producteurs. Dernier partenaire, le CNRA. Il s'est donné les moyens pour venir à bout de ce fléau. Une serre expérimentale pour la culture du virus en vue de mieux organiser la lutte contre le Sholl-and-Shoot, le sida du cacao. Reportage signé Noël Niagno. Voilà 3 ans que l'hôpital Saint-Jean-Moscati de Yamoussoukro a été mis en service. Il est cependant confronté à un faible taux de fréquentation. Les responsables de cet hôpital entendent donc mettre tout en œuvre pour l'amélioration de ce taux. Kader Sorodogo, RTI Boaké. L'hôpital catholique Saint-Joseph à Moscati, première œuvre sociale de la basilique Notre-Dame de la Paix de Yamoussoukro. Cela fait exactement 3 ans que l'hôpital fonctionne avec des services de consultation, d'hospitalisation, des blocs opératoires, un laboratoire, une pharmacie et l'imagerie médicale. L'hôpital est la matérialisation de la vision commune de 2 grandes personnalités, Saint Jean-Paul II et feu le président Félix Houphouët-Boigny. Foi et charité au service des malades. Un slogan qui traduit la volonté de cette structure de s'ouvrir à tous. Foi et charité, vous voyez que ça fait déjà appel à l'esprit de gratuité. Une gratuité qui ne se limite pas à une catégorie de personnes. On a mis foi et charité au service des malades. Donc, toutes sortes de malades. Servis avec foi et avec surtout charité. En 2017, la structure a reçu 12 387 nouveaux malades de 63 nationalités sans distinction sociale.
Un résultat en dessous des potentialités qu'offre Saint-Joseph-Moscati. Et pourtant, l'hôpital est bien connu. Je sais où c'est placé, c'est vers la basilique. Voilà, donc je connais, mais personnellement, je ne suis pas encore parti là-bas. Selon les informations que nous avons, il y a des bonnes choses là-bas, on soigne bien. L'hôpital est joli, ils accueillent bien les gens, les docteurs s'occupent bien des malades. Ces responsables sont conscients du faible taux de fréquentation et travaillent pour y remédier. Quand on considère les potentialités de cet hôpital et tout le plateau technique dont il dispose, comparé à la fréquentation et même aux services qui sont offerts à l'heure actuelle, l'hôpital Saint-Joseph-Moscati est actuellement sous-exploité. Beaucoup pensent que l'hôpital est réservé à une élite de personnes, alors qu'en réalité, c'est un hôpital qui est ouvert à tout le monde. L'hôpital continue de s'équiper pour une meilleure offre de santé. Et je suis venu ici pour faire la mise en route de l'IRM. Cette machine permet de faire des examens complets de la tête jusqu'aux pieds pour des différentes pathologies. C'est le 12 janvier 2015 que l'hôpital catholique Saint-Joseph-Moscati a accueilli ses premiers malades. 2 jours plus tard, exactement le 14 janvier 2015, le président de la République Alassane Ouattara, grâce à qui les travaux ont été achevés, a visité l'hôpital Saint-Joseph-Moscati de Yamoussoukro pour constater le démarrage effectif des activités de soins. Hier, mercredi 24 janvier, c'était la journée mondiale de la culture africaine et afrodescendante. Une journée marquée par l'organisation de manifestations et autres rencontres de portée culturelle dans plusieurs pays africains, comme ici en Côte d'Ivoire, mais aussi en Europe. Un mot de l'actualité internationale à présent pour refermer ce journal, en commençant par l'arrestation en Libye d'une bande organisée accusée de torture de migrants. Michel Digri. En Libye, un groupe armé loyal au gouvernement d'union nationale a annoncé mercredi l'arrestation d'une bande accusée d'avoir enlevé et torturé des migrants soudanais près de Sirte, à 450 km à l'est de la capitale Tripoli. Il s'agit d'une bande composée de 5 Libyens et d'un Palestinien qui ont torturé 8 migrants qui sont actuellement soignés à l'hôpital Ibn Sina à Sirte. Le siège de l'ONG britannique Save the Children a été la cible d'une explosion qui a ouvert la voie à un commando d'assaillants au nord-est de l'Afghanistan. Cette attaque revendiquée par le groupe État islamique et qui a fait au moins 2 morts intervient après celle menée contre l'hôtel intercontinental de Kaboul ce week-end. En Afrique du Sud, la légende du jazz, le trompettiste Hugues Masekela, est décédé à l'âge de 78 ans des suites d'un cancer, a annoncé ce mercredi sa famille. Cette nouvelle a suscité une pluie d'hommages pour saluer sa longue carrière et son engagement contre l'apartheid. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir suivi.